C'est Nokia, oui. Non, mais vous n'êtes pas d'accord sur le fait que, en fin de compte, il y a deux modèles de société. Il y a un modèle formel où les gens sont tous différents les uns des autres, mais ils disent la même chose, ils emploient les mêmes mots. Et un modèle où les gens disent des choses différentes, mais et ce sont des êtres humains qui ont une vie intérieure, Qui sont en paix. c'est ce qui les rapproche en fait. Il y a un autre modèle, modèle de société, qui est euh, démarche de pensée. Et bon, c'est euh, la, pourquoi j'ai commencé. Ouais, y a, Un autre mode de réalisation. quand on a une pensée personnelle, une démarche personnelle, une idée personnelle, il y a un problème qui se pose, c'est le problème de la vérité de ce qu'on raconte. Même si ça correspond à une expérience. Et, c'est comme ça que commence euh, la philosophie, parce que quand les gens tiennent le même discours, c'est le même discours à l'intérieur du même troupeau. Le troupeau d'à côté, il ne tient pas le même discours. Et le troisième troupeau, il tient Oui, encore un oui, autre oui. discours. À mon avis, ce qui fonde la philosophie, c'est que justement, les gens qui appartiennent à un troupeau, ils ont vu que le troupeau d'à côté ne racontait pas la même chose, et ils ont commencé à se demander la véracité de ce que racontait son troupeau. Ils ont commencé à faire de la philosophie, c'est-à-dire à avoir une recherche qui, qui, euh, qui présente plus de rigueur, une recherche personnelle qui présente plus de rigueur. Et puis, malgré, malgré après des siècles de développement de la philosophie, les philosophes, malgré cette exigence de rigueur, continuaient à élaborer des discours individuels où la véracité n'était absolument pas garantie. Et donc, il y a des gens que ça a dérangé, pour la même raison que les philosophes. Cette exigence de rigueur n'a pas amené à une unité de la pensée, donc n'a pas amené à une universalité et une garantie de véracité quelque part. Parce que quand on tient chacun le même discours, enfin, chacun un discours différent, quelle valeur il a. Et donc sur le constat de la diversité des démarches philosophiques, il y a la science s'est créée là-dessus, sur ce concept de diversité, en ayant une démarche supplémentaire à celle des philosophes, qui est de penser ensemble. La science, c'est en faire abstraction de tout ce qui nous divise. On parle on parle uniquement de ce qu'on a en commun, sur lequel on peut être d'accord. Si je lâche un objet quelconque qui va tomber, par exemple, on part de là, de l'observation, de ce qui est commun, de la raison, uniquement. Et on avance pas à pas et tous ensemble. Oui. Et c'est quand même intéressant cette démarche de, euh, 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 de penser ensemble sans jamais que ce soit une attitude moutonnière. Enfin, c'est Oui, pas vrai quand même, c'est parce bien qu'il vu. y a quand même un dogme dans la science qui est le matérialisme. Enfin, à part le matérialisme, il n'y a pas vraiment de position commune, mais il y a des positions qui ont été acceptées rien que par la force des arguments. À la différence des sociétés où tout le monde tient le même discours, c'est par la force de la Oui. pression sociale. Oui, vous avez tout à fait raison. Effectivement, il y a un Et, troisième et temps qui est alors, celui dans cette diversité des recherches, il y en a certaines qui finissent par apparaître plus dominantes, plus intéressantes. pas forcément plus Dans tous les dominante, domaines, c'est comme ça. Il y a, il y mais a, il y a, il y a un moment où, effectivement, entre le temps de la diversité et le temps du consensus moutonnier, il y a effectivement ce temps dont vous parlez, où il y a quand même un consensus des chercheurs qui va dans une même direction. c'est pas, c'est pas qu'ils vont dans Ils la même finissent par se mettre direction. d'accord entre eux, ils finissent Oui, par mais dépasser leurs différences. ils finissent par se mettre d'accord, mais sur la seule force des Oui, arguments. oui, c'est ça, oui.
de l'observation et des arguments. Et pas uniquement parce Alors, qu'ils répètent un truc qu'ils ont entendu. alors, le problème de la science, c'est que, bon, C'est le propre du colloque, d'ailleurs. il y a effectivement plein de choses sur lesquelles ils se sont mis d'accord. Il y en a plein les bibliothèques scientifiques, des choses sur lesquelles ils sont d'accord. Mais c'est pratiquement tout insignifiant. Ils ne sont pratiquement pas arrivés à des accords sur des choses qui nous intéressent. Ils ont dû réduire complètement le champ de leur pensée. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'en réduisant le champ de leur pensée, ils se sont mis à penser ensemble. Ils ont fait un travail commun. Oui. Et ils sont allés très loin Absolument. dans ce travail commun. Oui, c'est bien ça. C'est quand même une démarche très intéressante. Mais après, ça dégénère en une espèce de doxa, effectivement. Enfin, ça dégénère. Bon, il y a des raisons historiques. Mais c'est des raisons cyclique, tout ça. psychologiques. Oui, mais bon, c'était pas une fatalité que la science devienne matérialiste. À mon avis, c'est venu par rapport à... Il y a eu une espèce de lutte entre l'Église et la science. Et pour mieux lutter, la science a pris une indépendance par rapport à l'Église. Et elle est devenue... Elle a posé un homme que le matérialisme... tout au moins une méthode, que le matérialisme méthodologique, qui est devenu un dogme, le matérialisme. Mais c'était pas fatal à la science, et de toute façon, ça ne durera pas. Le matérialisme s'effondrera, et il s'effondrera par la science. Et commence à s'effondrer d'ailleurs. Depuis une trentaine d'années, le matérialisme est devenu une position extrêmement scabreuse, rien qu'avec des découvertes de la science. Mais bon, il y a une telle rigidité, une telle inertie intellectuelle que ça ne se sait pas encore. C'est soi-disant mis sous le boisseau, mais ça finira par se savoir parce que l'inertie intellectuelle n'a qu'un temps. Un jour, elle arrivera au bout de sa force inertielle et le matérialisme s'effondrera. Après, vous êtes d'accord qu'on aura toujours besoin de la matière? Non, mais le matérialisme, ça ne veut pas dire qu'on se passera de la matière. Ça veut simplement dire que le matérialisme, ça veut dire que tout ce qui existe est de matériel. C'est-à-dire, bon, le matérialisme, c'est la matière qui précède l'esprit. Le spiritualisme, l'esprit qui précède la matière. C'est la définition philosophique du matérialisme. Là, quand on dit la matière précède l'esprit, il y a tout un tas de conclusions. Notamment que l'esprit, par exemple, est le produit du cerveau, uniquement. Et que tout ce qu'on est, c'est un assemblage de molécules, d'atomes, qui sont arrivés par le jeu des lois de l'univers et du hasard. Bon, ouais, ça implique un certain nombre de conclusions. Des conclusions qui sont aujourd'hui... ça ne marche pas. Le matérialisme est dans une position extrêmement... difficile, et si mais voilà, ça va s'effondrer un jour ou autre, et probablement rapidement, parce qu'aujourd'hui ça va quand même assez vite. Rapidement, ça ne veut pas dire demain, mais ça veut dire dans une vingtaine d'années, je ne sais pas s'il restera du matérialisme, c'est pas une trentaine d'années peut-être, je ne sais pas, mais c'est pas... Il y a déjà des expériences qui ont toutes les exigences de la scientificité, qui ne sont pas compatibles avec le matérialisme, et qui sont mises sur le boisseau, justement parce qu'elles ne sont pas compatibles avec le matérialisme. Et quand on arrêtera de les mettre sur le boisseau, le matérialisme s'effondrera. Mais est-ce que vous êtes conscient, César, est-ce que vous êtes conscient que justement, il y a un moment donné où il va quand même falloir, par exemple, dans un colloque, où les gens, ou admettons un colloque où les différents participants arrivent avec des connaissances qu'ils maîtrisent bien, un savoir qu'ils maîtrisent bien, dont ils sont vraiment responsables, il est quand même possible que les gens évoluent. Largement. Veut dire on peut très bien, quelqu'un qui, plus paradoxalement, plus quelqu'un connaît son propre sujet, plus il est en mesure d'évoluer et d'avancer. Puisque justement, il se rend bien compte, par exemple, que sur tel et tel point, l'autre a apporté un élément qui lui manquait. Quelqu'un qui ne maîtrise pas son sujet, il ne peut pas avancer.
Bah, en fait, qu'on maîtrise ou pas, après, il y a. Moi je m'intéresse vraiment à la spiritualité pure. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mes découvertes. Le, En fait, on peut rencontrer des gens qui nous détestent, par exemple, ou des gens qui sont pas d'accord avec nous, ou des gens qui nous adorent. Dans les deux cas, ça peut être une cause de souffrance. Il y a des gens qui nous soutiennent, qui peuvent nous ralentir parce qu'ils disent toujours qu'on a raison, tout ça c'est génial. Ah oui, c'est vrai, Et les gens on qui, disait ça tout à et l'heure. les gens qui disent toujours qu'on est nul parce que ceci, et finalement c'est eux qui nous rendent service, mais ça veut pas dire qu'ils nous aiment quand même. La vie, elle nous apprend de tous les côtés. Et c'est intéressant ce que vous avez dit tout à l'heure sur on s'entendait tout pas. Il y a Sakyamuni, il parle, vous savez, des fameux états de la conscience pour arriver jusqu'à l'état de Bouddha. Et il parle d'un cinquième bhumi, il parle des bhumis, c'est-à-dire les bhumis, c'est-à-dire les plans en sanskrit, des plans. Et il dit, enfin, j'ai appris qu'au cinquième, tout le monde a raison. C'est d'ailleurs une cause, ça devient une cause de souffrance. C'est-à-dire qu'on a tous raison, vous avez votre univers, et il est légitime. Si vous y croyez, c'est vrai. Il y a des gens qui... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vivre seul sur une île déserte, à penser une idée, et à dire que tout le monde c'est des abrutis. Vous n'aurez pas tort, parce que vous faites partie de ce monde. Vous êtes... il y a le côté merveilleux de la distinction. Vous êtes un univers qui apprend, mais je veux dire, aujourd'hui, Sakyamuni s'est réalisé d'une manière, Jésus s'est réalisé d'une autre, Krishna s'est réalisé à la sienne. Les trois avaient un système différent, ont enseigné des trucs différents, mais les trois, je suis sûr que s'ils se rencontraient, comme tout grand maître, ils Ça, s'entendent super bien. ça c'est pas du tout évident. Et quand on parle de réalisation, ça veut dire quelque part qu'ils sont arrivés au même endroit. Ce qui est Voilà, exactement. absolument pas évident. Mais la pensée est plutôt pareille à ce niveau-là. Et c'est pas évident ni par rapport à l'expérience spirituelle. Il n'y a aucune raison de penser que l'expérience spirituelle est commune, même de ceux qui sont allés très loin et qui sont considérés. Pourquoi Christ et Bouddha sont considérés comme les deux phares de l'humanité? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des centaines de millions de disciples. C'est tout. Ah bah bien sûr, c'est le monde C'est qui fait la tout. qualité. C'est la raison pour laquelle ils sont considérés comme des grands maîtres. Alors, Après, ils ont aidé des gens aussi. Ils ont peut-être eu des centaines de millions de disciples parce que c'était des grands bonhommes, mais Ben voilà. c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ça reste à vérifier. Oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve que Jésus-Christ a fait vivre beaucoup de souffrances parce que beaucoup de gens n'ont pas compris son Ça, c'est message. autre chose. C'est pas le problème. Et ce qui permet d'en douter, c'est que leur enseignement n'a rien à voir. Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. Il y en a un qui dit que Dieu existe, l'autre qui dit que Dieu n'existe pas. Il y en a un qui dit qu'on a une âme, l'autre qui dit qu'on n'en a pas. Ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. Bah après, il faudrait que Jésus soit là suffisamment pour pouvoir en parler. On Peut-être qu'il peut avoir raison. s'en foutait, je crois, Jésus, hein, des vies passées, tout Comment? ça. Je rappelle la réincarnation. Ah, ok. Celui qui dit qu'il n'avait pas d'âme, c'est pas Jésus, c'est Bouddha. Ah, ok. Ça, c'est très clair dans le Bouddha. Alors que le Christ disait qu'on avait une âme. Et donc, quand plusieurs personnes ont un avis diverge, on peut considérer qu'elles parlent de la même chose d'un point de vue différent. Ouais. Mais il y a des oppositions qui sont incompatibles. Si, tout à fait. Quand quelqu'un dit qu'il y a une intention à l'origine de l'univers, et quand d'autres disent qu'il n'y en a pas, c'est pas compatible. Il faut avoir tous les deux raison. Bah, en fait, à un moment donné, je vais vous le dire, ça dépasse largement. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui cheminent avec le mec que je connais, ils disent. Ils peuvent avoir tous les deux tort. Non, voilà, exactement. Ils peuvent pas avoir tous les deux raison. On peut avoir tous les deux tort et être en paix. Ou avoir tous les deux raison et être en paix. Ça, c'est pas le problème. Mais si, justement, c'est très important ce que je veux dire, parce que. Mais ça parle de spiritualité, en fait. On peut ne pas être d'accord. La vraie question, c'est est-ce que vous êtes bien dans votre vie? À un moment donné, c'est ça. Et qui ne l'est pas. Voilà. Parce qu'à un moment donné, vous êtes seul face à votre vie, et que vous ayez eu raison, vous n'êtes pas satisfait, ou que vous ayez eu tort, vous pouvez être content. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Je peux avoir tort et vous raison, je suis en paix. Vous savez pourquoi? Parce que je sais pourquoi. Mais pas pour des raisons d'intellectuel. C'est pas mental. À un moment donné, on souffre de notre mental. C'est ça qui nous empêche un paquet de trucs. Mais pourtant, vous pourriez avoir raison sur le plan mental. Mais c'est ça qui vous empêche à un moment donné de vous réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est celui qui a tort parce qu'il a tort pour des raisons différentes. À un moment donné, tout le monde a raison. Ce n'est plus important d'avoir raison. Mais c'est un plan de conscience. Il faut le vivre. Alors, ça, c'est un vieux problème en philosophie. On l'exprime de façon différente. Une des façons d'exprimer, c'est est-ce qu'il vaut mieux
est un imbécile heureux qu'un Socrate mécontent. Moi, alors chacun choisit ce qu'il veut. C'est pas ce que j'ai Moi, dit. Hein. C'est pas ce que je dis, mais je dis que c'est un vieux problème. Ah. Qu'on exprime comme ça, c'est le même problème que vous exprimez. Moi, je préfère être un Socrate mécontent qu'un imbécile heureux. Mais bon, on peut effectivement faire le choix d'être un imbécile heureux. Bah, Il y a moi, un de mes grands dadas, c'est l'idée de conflit de valeurs. Il y a des conflits de valeurs dans la vie qui sont indépassables. Et entre la vérité et le bonheur, par exemple, je choisis la vérité. Vous pouvez choisir le bonheur contre la vérité si vous voulez. Non, dites pas que j'ai dit ça. Hein. Vous avez tout à fait raison de défendre vos points de vue et je trouve ça légitime. Après, je veux dire, si je suis pas du tout d'accord, parce que c'est normal, je veux dire, on est tellement différents, il y a cette beauté de Déméter, il y a cette beauté de la distinction. Il y a une unité entre nous, c'est-à-dire qu'à la fois on est un, il y a ce côté poisson vierge, à la fois on est un et c'est merveilleux, et à la fois on est un monde chacun. Je ne parle pas de ce qu'on est, je parle de ce qu'on dit. Oh, moi je vous parle de ce qu'on est, c'est beaucoup plus important. Non mais d'accord, mais de ce que vous pensez qu'il est, vous en faites un discours. Bah ouais, et si les gens qui sont intéressés vivent l'expérience, oui, ils vont venir me voir. Mais cette parole, elle n'est pas forcément compatible avec celle de quelqu'un d'autre. Tout à fait. La parole de Jésus n'est pas compatible avec celle de Bouddha.